لم يبقى لي إلا أن أعطي بعض الدقائق التي كنت أريد أن أعلق على كلامه، لكن سأعود في النهاية عند النقاش العام. ربحا للوقت أحيل الكلمة مباشرة إلى الزميلة سناء بن عاشور لتقدم المحاضرة نتاعها le tribunal administratif et la neutralité de l'administration. Merci Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser l'intitulé de mon intervention. Il m'a été effectivement demandé de travailler sur le tribunal administratif et la neutralité de l'administration. J'ai ajouté le cas des délégations spéciales, Anniabet el-Khossosé. C'est une manière de quitter les sommets dans lesquels on était, l'Assemblée nationale constituante et les grands services publics, pour aller, pour descendre un petit peu dans la vie locale à travers les délégations spéciales. Je partirai d'un premier constat, c'est que la relation de l'administration publique et au pouvoir politique, c'est clair pour nous tous, a pris dans le contexte de la révolution tunisienne et de la transition qu'elle a engendrée un relief particulier, mettant au grand jour l'ambiguïté de la relation et le dualisme des principes la régissant. Il y a en effet, on le sait, d'une part la subordination de l'administration aux politiques et en particulier au pouvoir exécutif, mais d'autre part l'indépendance de l'administration par rapport aux politiques, dont la neutralité de l'administration serait en même temps le rempart et le vecteur. Alors la question se pose, frères ennemis ou couple infernal? Il est clair que ces deux opposés semblent aller toujours de pair et imprimer à la vie publique tunisienne une tension permanente entre ce qui peut s'apparenter aujourd'hui, d'un côté, aux atavismes hégémoniques du politique, et qui nous rappelle l'ancien régime, de l'autre, aux velléités d'émancipation de l'administration et de ses services publics. Aujourd'hui, on peut avancer l'idée ou le constat que cette équation entre, d'une part, indépendance et dépendance ou subordination de l'administration aux politiques a été particulièrement tranchée par l'Assemblée nationale constituante dans le projet de constitutionnel, dans sa version du 1er juin 2013. Et en particulier dans l'article 14 auquel Céline Wagner vient de faire référence. Je vous lis cet article, mais tranché de manière théorique. Je lis cet article, il y est dit en français, et c'est une traduction personnelle. Je ne pense pas qu'il y ait une traduction officielle. Je parle sous le contrôle de Sifar El Moussa. L'administration publique, voilà ce qui est écrit. L'administration publique est au service du citoyen et de l'intérêt général. Elle s'organise et œuvre selon le principe de neutralité, d'égalité et de continuité du service public et selon les règles de la transparence, de l'intégrité, de l'efficacité et de la redevabilité Moussa'el. Peut-être que tout à l'heure dans le débat, on reviendra sur la rédaction de cet article 14. En réalité, l'équation entre ces deux opposés n'est jamais donnée à l'avance. Et l'équilibre, comme on le sait, est perpétuellement instable entre ces deux pôles. Il a été encore plus périlleux en contexte post-révolutionnaire, marqué par une transition politique pour le moins heurtée et bloquée, et le chantier très mal engagé au départ du renouvellement des élites. Car à mon sens, c'est bien de cet enjeu qu'il s'agit, celui de la recomposition des statuts d'autorité et de position sociale par le jeu de l'institutionnalisation où les modalités et les rites d'inclusion et d'exclusion tiennent un rôle central. En réalité, pour passer à un autre niveau, la réalité sociopolitique et juridique des délégations spéciales, donc les Niabet la des collectivités publiques locales. Depuis l'effondrement de l'ancien système, et de ce point de vue, par rapport à notre problématique, un champ d'observation privilégié de ces enjeux de pouvoir et de statut qui se jouent et se nouent à travers la juridiction administrative autour du thème de la dépendance politique
et de la neutralité de l'administration. Donc la question, quelle régulation y a apporté le tribunal administratif? Mais je voudrais, avant d'apporter la réponse du tribunal administratif sur ma question, faire un petit topo sur les délégations spéciales, tant il me semble qu'on leur accorde peu d'importance, alors que les enjeux politiques et administratifs sont extrêmement importants. Il est clair que l'histoire des délégations spéciales des collectivités publiques locales est vieille en Tunisie de quelques décennies. Elles ont été prévues d'abord en 1957, au décret médical de 1957 sur les municipalités, à titre inaugural, qui date du 14 mars 1957, portant une loi municipale. Elle a été reconduite donc, pour les institutions donc, de la délégation spéciale. Elles ont été reconduites par la loi organique des communes du 14 mars 1975 et notamment les modifications qui ont été apportées à la loi organique de 1975 par celle de 1995. Elles ont été par la suite, et on le sait, massivement expérimentées dans l'urgence de l'année 2011 sur la base des nouveaux pouvoirs conférés au chef de l'État par intérim au décret-loi numéro 14 du 23 mars 2011 sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, et elle sera enfin, ou ils seront, les délégations spéciales, elles seront réactualisées, mais dans des termes problématiques, par la redoutable loi constitutionnelle numéro 6 du 16 décembre 2011 portant nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics. Le plus important, ce n'est pas de rappeler les variations entre les différents textes législatifs. Retenons seulement cette idée principale pour nous pour comprendre les différentes... Retenons les différentes hypothèses à partir desquelles on peut mettre en place des délégations spéciales à la place des conseils municipaux élus. Voilà à peu près comment les choses se passent. C'est qu'en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'impossibilité de former un conseil municipal, une délégation spéciale en remplit les fonctions. Ainsi donc, les délégations spéciales sont des organes nommés par le pouvoir politique central et elles apparaissent de ce point de vue, comme un substitut à la disparition d'un conseil municipal élu et sont donc une dérogation de taille à la représentation locale décentralisée et à son corollaire démocratique, l'élection. En fait, au-delà de cette caractéristique ontologique des délégations spéciales, qu'elles soient en Tunisie ou ailleurs, la délégation spéciale est une exception à la décentralisation et au principe de l'élection. Donc, au-delà de cette caractéristique ontologique des délégations spéciales, il faut reconnaître que l'expérience des délégations spéciales marque le paradoxe de la vie municipale entre l'avant et l'après 2011. Sous le régime de la dictature et de la patrimonialisation de l'État, on se parle souvent de dictature, mais on ne parle jamais de la privatisation de l'État. Il serait important de les mettre ensemble, ça a été un couple important durant des décennies. Donc, durant cette période, la dissolution du conseil municipal et son remplacement par une délégation spéciale a été utilisée par le pouvoir sur les collectivités concernées comme d'abord une mesure de représailles de la dissidence d'un conseil municipal ou comme une mesure de rétorsion et d'accaparement des richesses de la collectivité publique locale. Vous le savez, en tout cas pour les initiés ici, ça a été le cas, par exemple, emblématique de la municipalité de la Marsa et de l'affaire des Effilles en 1998, de Carthage également en 1998, de la Goulette et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec les démolitions qui ont eu lieu à la Goulette à partir de 1999 et à Hamanet de 2003. Il y en a eu bien d'autres, mais je prends les plus emblématiques. En 2011, changement de décor et la révolution, en balayant la dictature, elle a soufflé, mais j'emploie volontairement cette expression, elle a soufflé les institutions représentatives, ces institutions
représentative, dont les conseils municipaux, organes délibérants de collectivités publiques locales, maintenus par le jeu d'élections factices et de scrutin sur mesure, comme de simples leviers de l'État parti RCD. Un rapport de la Direction générale des collectivités publiques locales, en date du 22 mars 2011, en a fait le diagnostic, notant que sur les 264 communes du territoire de la République, 201 conseils ont été paralysés, dont 141 dissous de fait par abandon ou vacances de poste et 60 totalement irréguliers. C'est donc dans ces circonstances révolutionnaires et de mise en place des institutions de la transition, et comme pour entériner une situation de fait, que les conseils municipaux de la Tunisie ont été dissous par vagues successives et remplacés, non sans difficulté et contestation, par des délégations spéciales nommées au fil des 18 décrets du président de la République, Fouad Lembaza, et édictés entre le mois d'avril et de novembre 2011. Au total, il y a eu 210 délégations spéciales qui ont été installées en lieu et place des anciens conseils municipaux dissous pour en remplir les fonctions, mais voilà ce que cite le texte, pour une durée maximale d'1 an. Il était clair au départ que les délégations spéciales qui devaient remplacer les conseils municipaux et remplir leurs fonctions ont été installées au départ pour une année. C'est ainsi donc, à partir de cette opération, qu'on voit l'apparition de nouveaux acteurs et qui ont été choisis par milliers, parmi le personnel de l'éducation, de la culture, de l'action locale et associative, qui ont été, si l'on peut s'exprimer ainsi, quelque part notabilisés et projetés sur la scène publique, endossant parfois, sans y être préparés, les fonctions et les responsabilités de l'élu local. En tout cas, concernant le profil de ceux qui devaient remplir les fonctions de membres de la délégation spéciale, on peut se référer à une circulaire qui a été prise par le ministre de l'Intérieur à l'époque, Sifat Tabashri, et qui fait pratiquement 2 pages, où il précise très exactement que finalement l'idée qu'on retient, c'est qu'il faut les choisir parmi les personnalités indépendantes et des personnalités locales. Ce sont ces délégations donc placées au plus près du citoyen que le gouvernement de la Troïka, une fois passé les élections, et à sa direction le mouvement NAB, s'est appliqué, non sans contestation et opposition à son tour, à reprendre en main, après avoir décidé, et c'est dans le texte, d'en prolonger la durée jusqu'à la date d'entrée des conseils municipaux élus en exercice de leurs fonctions, mais en même temps, il a dépouillé de son sens cette disposition, puisqu'il a été dit, ou s'est aménagé, le pouvoir s'est aménagé, la possibilité de pouvoir en disposer autrement en procédant par décret à la modification de leur composition ou à la nomination de nouvelles à leur place. C'est le décret du 2 août 2012. C'est ainsi qu'il y a eu une vaste opération de réinvestissement de la vie locale et que dès lors, on dénombre, par exemple, j'ai fait, bien sûr ces statistiques ne sont que relatives parce que je les ai fait sur un dépouillement personnel du journal officiel, juste pour arriver jusqu'en 2013. Donc on dénombre entre juillet 2012 et septembre 2013 22 décrets portant délégation spéciale nouvelle et 91 modifiant les anciennes, soit un total de 103. Vous me direz qu'il n'y a là rien de bien remarquable, si ce n'est, à mon sens, encore une fois, les guerres de croisade, ou les guerres, ou ce que j'appellerais la guerre de position majoritaire, et la reproduction du schéma traditionnel de la condition de stricte obédience de l'administration locale au régime politique en place. Alors, quelles oppositions et conflits, voilà à peu près le décor général.
quelles oppositions et conflits ont été portés devant le tribunal administratif et quels sont les enjeux que laisse transparaître le débat en justice. Alors, sans prétendre couvrir... Ah oui, j'ai fait plus de 10 minutes pour deux pages. Alors, sans prétendre couvrir le champ du contentieux administratif, ni prétendre qu'à son tour il couvre toute la réalité, on ne peut pas appuyer nos observations uniquement sur le contentieux, la vie publique est tellement plus complexe. Alors, mon observation s'est appuyée sur un nombre conséquent de sursis à exécution des décisions portant recomposition de la formation initiale des délégations spéciales. Il s'agit en particulier du sursis à l'exécution accordé aux communes de Sfax, Qarqana, Saketedeh et Sokana. Et il s'agit ici des décrets du chef du gouvernement, Hamad Jbeili, qui datent tous entre 2012 et 2013. Alors, tous ont été ordonnés, donc ce sursis à exécution des décisions administratives, ont été ordonnés par la première présidente du tribunal administratif, sur la base de l'article 39 de la loi organique des communes, qui admet en assouplissement au caractère non suspensif des recours devant le juge administratif, lui-même tiré de la théorie du privilège de préalable, ainsi que de la théorie du caractère exécutoire de la décision administrative, donc de suspendre l'exécution jusqu'à l'expiration des délais de recours pour accès de pouvoir ou le prononcé du jugement au fond. Sa mise en œuvre, attribuée expressément par la loi au premier président, et en l'occurrence ici la première présidente, est subordonnée, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, à l'existence de plusieurs moyens au motif sérieux, annonçant une annulation presque certaine par la suite et la perspective de conséquences irréparables ou très difficilement réversibles selon l'énoncé du texte. Toutes les études et indicateurs font état de la fulgurante croissance de ce contentieux de l'urgence, dont les délais pour statuer sont de 1 mois à partir de la demande, mais même peuvent être écourtés jusqu'à l'heure même où le sursis est demandé lorsqu'il y a une extrême urgence. Toujours est-il que j'ai quelques chiffres que je pourrais, bien entendu, ils n'ont pas encore un caractère officiel, mais que j'ai pu glaner ici et là grâce aux amitiés qu'on peut avoir avec les uns et les autres, que je remercie d'ailleurs ici. Et il se trouve qu'on est passé de 4 sursis, demandes de sursis à exécution en 1975, on est passé à 214 en 2007, pour atteindre entre 380 et 390 entre 2009 et 2010, et grimper à 650 en 2011, à 1300 en 2012, et aujourd'hui probablement des milliers en 2013, qui n'est pas encore fini. C'est dire en réalité l'alternative que constitue le sursis à l'exécution, le sursis à exécution des décisions, aux lenteurs et pesanteurs des recours ordinaires. Alors dans le cas de l'espèce, la contestation s'est organisée autour de divers moyens de droit et de fait, structurés autour de l'idée principale que les actes du chef du gouvernement, Hamad Jbeili, sont entachés d'un détournement de pouvoir en ce qu'il a usé de prérogatives pour un but autre que celui du bon fonctionnement des services publics pour lequel elles lui ont été attribuées et qu'elles ont été utilisées, je traduis, pour répondre à des considérations d'équilibre et de partition politique, et de calcul partisan, je cite les moyens qui ont été invoqués par les requérants, les différents requérants. Dans les 4 affaires, on retrouve à peu près les mêmes moyens. Je le dis en arabe. تصرف الحكومة بتعديل تركيبة النيابة الخصوصية من قبيل توظيف صلاحياتها الإدارية للاستجابة لتوازنات سياسية وتجاذبات حزبية لا علاقة لها بحسن سير المرافق العمومية ومقتضيات المصلحة، ويجعل تصرفه والحالة تلك متسما بالانحراف بالسلطة. هذا قرار الإخراج le 14 mai de Al-Idara. Donc, le mot a été prononcé, le principe de la neutralité
de l'administration. Très rapidement, ce principe de la neutralité de l'administration, Seydi Vajnaïh vient de rendre compte de comment il a été décliné par le tribunal administratif concernant ce que certains allèguent et qui est la liberté vestimentaire et la possibilité de porter le niqab ou le voile intégral à l'administration. Et le juge administratif de répondre que les libertés d'abord individuelles ne sont pas absolues et qu'elles doivent tenir compte du principe de la neutralité de l'administration. Je voudrais vous dire encore une fois, et peut-être j'en profite pour rendre hommage à notre juge préféré, c'est Ahmed de Soued, dans une affaire archi connue par les juristes, concernant une situation qui était une pratique courante dans la Tunisie d'avant 2011, et qui est la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès du parti au pouvoir. Alors voilà ce que dit le juge sur la base d'abord de l'idée de l'état de droit, sur laquelle il a posé le principe qu'il n'y a pas d'état de droit sans aussi la neutralité de l'administration. Et voilà ce qui a été dit. Non, excusez-moi. وحيث علاوة على ما ذكر فإن وضع الأعوان العموميين على ذمة الأحزاب السياسية يقوم على تنكر لمفهوم دولة القانون طبق ما أجمع عليه الفقهاء، والذي من أوكد مقتضياته فصل المرافق العامة عن الأحزاب السياسية توصلا إلى ضمان حياد الإدارة. Donc voilà le principe de neutralité, donc totalement acquis et décliné à différentes occasions par le tribunal administratif. J'ai oublié de vous dire que c'était en 2004, lorsque les circonstances politiques et le climat étaient, rappelez-vous, c'était les élections, bien entendu, c'était l'année des élections 2004. Alors c'est justement, donc, à partir de là, à partir de ce principe, malgré les différentes consécrations du principe de neutralité, eh bien, on peut se poser la question, lorsque on regarde bien la vie administrative, on peut se poser la question, est-ce que le principe de neutralité est un mythe? Et j'ajouterai, en regardant la réalité de mon pays aujourd'hui, et est-ce que ce mythe, parce que les mythes sont fondateurs et qu'on peut agir sur la base des mythes, eh bien, est-ce que ce mythe n'est pas aujourd'hui gravement atteint en lui-même? Il n'est plus un mythe. La neutralité de l'administration n'apparaît presque plus comme un mythe, puisque, à cause de toutes les brèches qui ont été apportées à ce que on considère être les filières normales d'accès à l'administration publique, et je passe les nominations au choix qui sont devenues presque le principe, à la place des concours, puisqu'on a fait sauter à un moment ou à un autre le verrou des concours d'entrée à la fonction publique, les affectations possibles, les excroissances des emplois fonctionnels, sans qualification réelle, le duplicata, et voilà le plus grave, le duplicata à l'échelle locale des quotas obtenus au niveau de l'Assemblée nationale constituante. Ce qui semble encore plus problématique, c'est que ceci est légitimé par une sorte de normalité. C'est normal, c'est légitime, on a la légitimité, on est passé par les unes, on est majoritaire, et cette majorité nous donne le droit d'être majoritaire partout dans les rouages de l'administration, en oubliant que l'administration, c'est d'abord le principe de la neutralité. Alors, j'en ai fini, je voudrais juste dire que, pour ce qui concerne nos affaires, donc voilà un peu comment ça se passe au niveau juridique, le débat, etc. Le problème qui s'est posé devant le tribunal administratif au niveau de ces sursis à exécution, c'est justement l'existence d'un article, qui est l'article 21 de l'organisation de la petite constitution,
l'article 21 de la loi numéro 6 sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, qui dit ceci. Permettez-moi de vous le lire. Il appartient au chef du gouvernement, après consultation du président de la République, du président de l'ANC et des députés de la région au sein de l'ANC, de dissoudre les conseils ou les délégations existantes, ou de nommer des délégations nouvelles, ou de proroger les délégations existantes, chaque fois que le besoin s'en faire ressentir, كل ما دعت الحاجة إلى ذلك. C'est cet article qui a été mobilisé de manière très intelligente par les requérants et auquel a répondu positivement la première présidente du tribunal administratif en admettant que le chef du gouvernement n'est pas dans une compétence discrétionnaire et qu'il est dans une compétence liée lorsque la loi dit كلما دعت الحاجة إلى ذلك, cette haja, ce besoin, est d'abord le bon fonctionnement du service public et que on ne peut pas utiliser les prérogatives de l'administration pour un autre but que celui pour lequel elles ont été prévues. C'est pour ça que la décision la décision de la première présidente s'est fixée sur l'attendue principale qu'il résulte de ces dispositions de l'article 21, que si le législateur a conféré au chef du gouvernement la compétence de dissoudre les conseils ou les délégations existantes, de nommer des délégations nouvelles ou de proroger les délégations existantes après achèvement de l'ensemble des procédures, il ne demeure pas moins que l'exercice de ces compétences est conditionné par le besoin de prendre l'acte en question dans le but de prévenir les négligences et les manquements constatés. Et donc, c'est pour cette raison que la première présidente, ou disons le tribunal administratif, s'est fondée sur le fait que le chef du gouvernement n'a, en l'occurrence dans les différents cas, apporté ni les motifs de droit et de fait à la base de sa décision, ni matériellement prouvé, compte tenu des pièces du dossier, le constat de carence et de négligence dans la gestion des intérêts municipaux. C'est pour cette raison que sa décision a été positive et elle a ordonné le sursis à exécution de ces décisions. Il est clair, et je termine par là, il est clair que ces décisions remettent à la surface de nos préoccupations le redoutable problème de la nature de la compétence, selon qu'il s'agit d'une compétence liée ou d'un pouvoir discrétionnaire, et de l'étendue du contrôle du juge que cette distinction induit, selon le cas, ou à l'appréciation de l'opportunité de l'administration, ou seulement à ces éléments de légalité interne et externe. En tout cas, ces décisions rappellent en réalité la doctrine constante du tribunal administratif sur la portée du principe de légalité, même lorsque l'autorité administrative agit dans son pouvoir discrétionnaire. Elle rappelle d'abord que le contrôle de la compétence, celle-ci est un ordre public. Deuxièmement, le contrôle des motifs de droit et de fait qui ont servi de base à la décision administrative, ces dernières devant être matériellement exemptes et juridiquement fondées. Et enfin, le contrôle du but poursuivi, à savoir l'intérêt général, à défaut duquel il y a détournement de pouvoir. À quelle compétence a-t-on affaire ici? Le juge, comme on l'a dit dans les médias et qui a été énormément critiqué sur la question des sursis à exécution, le juge ou la juge a-t-elle outrepassé les frontières de cette distinction classique du droit administratif et a-t-elle outrepassé ses propres limites en tant que première présidente qualifiée à ordonner les sursis à exécution des décisions administratives? Voilà mon point de vue. Il me semble que ces questions, aujourd'hui en tout cas, sont pour moi d'une très grande sophistication. Tant en réalité, il revient au juge dans un état de droit
de procéder à une limitation du pouvoir discrétionnaire, même reconnu par la loi. Il est exact de dire que dans certaines hypothèses, le juge a effectivement transformé un pouvoir discrétionnaire en compétence liée. Il ne semble pas qu'il soit anormal, à mon sens, pour le juge de créer ainsi des cas de compétences liées alors que la loi paraissait instituer au profit de l'administration un pouvoir discrétionnaire. En effet, dans la mesure où l'on admet que la jurisprudence est une source de droit, il faut dire que l'administration est soumise à une double légalité, la légalité des textes, qui est une légalité au repos, mais également une légalité en action, celle de la jurisprudence administrative. Et je vous remercie pour votre attention.